Voilà. Je lance déjà afin que vous puissiez, n'est-ce pas, nous joindre. Et j'en profite pour mettre le lien où vous pouvez acheter le livre. Salut. Voilà, je lance un peu tôt, n'est-ce pas? Et je m'en excuse. C'est tout simplement pour permettre à chacun et à chacune de euh, participer, en fait, d'être là. Et donc, afin que l'on puisse commencer à l'heure, n'est-ce pas? J'ai dit que je prendrais, n'est-ce pas, 1 heure de temps à peu près, sinon moins, parce que d'habitude, je suis un peu bref lorsque je parle, n'est-ce pas? Pour analyser le discours ou bien la conférence de presse de Maurice Kamto hier à Paris. Je pense que c'est important de faire ce travail-là, n'est-ce pas? Et donc, je commence avant l'heure, j'ai dit, mais prenons donc 2 minutes pour que tout le monde puisse se joindre à nous, afin que l'on puisse doucement, n'est-ce pas, analyser ce qui a été dit, parce que ce sont les bases un peu de ce qui se passera demain. Ce sont les bases, disons, de ce qui sera construit demain. Et lorsque je dis demain, ce n'est pas nécessairement le meeting de demain, c'est demain le Cameroun, de demain en général. Donc, invitez vos amis, n'est-ce pas? Invitez vos amis afin que l'on puisse causer en famille, afin que l'on puisse, n'est-ce pas, établir euh, plus ou moins les coordonnées de ce qui est possible, de ce que la politique peut faire pour rendre notre pays essentiellement vivable pour chacun d'entre nous. Donc, invitez vos amis. Je vois, nous avons 1 minute avant le début de l'heure. Et donc, voilà, invitez tout le monde, invitez tout le monde, afin que l'on puisse commencer ensemble. Voilà, je vous laisse le faire avant de commencer moi-même, n'est-ce pas, à parler, sinon à décortiquer ce que j'estime. Voilà. De ce qui est possible. Je vais prendre ici là pour pouvoir aussi, n'est-ce pas, réagir à vos remarques, à ce que vous estimez que je dois dire, ou bien qui n'a pas été suffisamment dit, ou bien qui n'a pas été suffisamment mentionné. Je vais donc avoir un feedback, votre feedback, pour avoir, n'est-ce pas, un échange productif. Voilà, c'est l'heure. Je commence donc déjà, j'aimerais dire que notre pays, c'est une dictature, hein? C'est-à-dire que dans notre pays, on n'a pas l'habitude des intellectuels, on n'a pas l'habitude des penseurs, on n'a pas l'habitude des gens dont l'intérêt principal, c'est la relation avec l'histoire, c'est-à-dire avec ce qui est général. Euh, mais qui, en fait, lorsqu'ils prennent la parole, comme moi, sont ancrés concrètement dans le vécu des gens, sont donc ancrés concrètement dans ce que les gens vivent. Et donc, d'une manière tout à fait partisane, c'est-à-dire dans le but de rendre ce vécu des gens possible, de telle sorte que les gens puissent rentrer au Cameroun, de telle sorte que les gens puissent ressortir du Cameroun. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que chacun d'entre nous puisse de temps en temps aller avec sa famille au Cameroun, montrer, aller au nord, aller à l'extrême nord, allez, vous voyez, montrer le nord-ouest, montrer l'est, hein, montrer les beautés de notre pays à tout le monde, inviter ses amis, leur montrer comment notre pays est beau. Il n'y a rien de plus souhaitable que ça, euh, mais nous savons très bien que notre pays a un problème, et la solution de ce problème-là, c'est dans la politique. Et donc, c'est pourquoi c'est essentiel, n'est-ce pas, de suivre les politiciens, de les écouter avec attention et au besoin, c'est-à-dire de les écouter avec attention du point de vue de la généralité de l'histoire là,
qui veut que l'on œuvre pour le changement, c'est-à-dire pour faire que chacun d'entre nous puisse aller au Cameroun avec joie, avec bonheur et montrer ce Cameroun-là à ses amis, inviter ses amis afin qu'ils y aillent. Par exemple, moi, venir avec mes étudiants, venir avec ma famille, leur montrer des endroits en sachant qu'ils ne seront pas pris en otage, qu'ils ne seront pas exécutés, qu'ils ne seront pas tués, qu'ils ne seront pas calcinés. Des choses comme ça. Parce que les images que nous voyons du Cameroun ne sont pas belles du tout, ne sont pas belles. C'est-à-dire, il y a 2 jours, nous avons vu des images des gens qui ont été calcinés dans leur maison, qui ont été enterrés dans de fausses communes, etc. Ce sont des images du Cameroun, ce pas des images du Congo, ce pas des images de la République centrafricaine, ce sont des images du Cameroun, des gens, des Camerounais, n'est-ce pas? Ils peuvent s'appeler ambazoniens, ils peuvent s'appeler, comme on disait, épicistes, comme ils veulent. On peut les appeler terroristes comme on veut, mais ils sont calcinés, ils sont enterrés dans des fosses communes. Donc, ce sont des êtres humains que personne n'a accouché, que leur propre maman, que personne n'a élevé, que leur propre famille. Ce sont des gens qui ont une famille, qui ont une mère, un père, des parents, des enfants, etc., qui sont calcinés comme ça. Ce sont des gens comme moi, ce sont des gens comme vous, et ce sont des gens comme nous tous. Ça veut donc dire que faire la politique ne peut pas faire abstraction de cela. C'est ça la base. La politique, c'est quoi? C'est rendre le vécu des gens possible. C'est faire de telle sorte que on puisse, comme je l'ai fait il y a 3 ans, prendre une voiture, faire le tour du Cameroun et puis faire des photos, dormir ici, manger là, se faire des amis et puis repartir avec la joie d'avoir rendu visite à son pays, ou bien faire, c'est-à-dire venir avec sa famille, comme venir avec ses enfants, les montrer, en sachant que les enfants ne seront pas enlevés, ou bien qu'ils ne vont pas se promener, on va voir des affiches où on dit ce sont des bamileke, ce sont des cochonnards, ce sont des ceci. Donc, voilà la base voilà la base des données. Voilà un peu le template, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est vraiment ce de quoi on parle. C'est ce de quoi on parle, c'est ce sur quoi on se fonde. N'est-ce pas? Et toute politique part de ça, c'est-à-dire rendre tout simplement la vie belle pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des amis, des ennemis, etc. On sait que nous sommes tous des frères, nous avons le même sang, nous avons chacun un corps, et si je suis exécuté, je suis mort, c'est fini. Donc, nous avons un corps et nous avons une planète. On n'a même pas un pays, les pays changent et puis disparaissent, meurent, etc. J'aimerais peut-être insister là-dessus parce qu'on se trompe souvent sur notre génération. Notre génération, demandez à n'importe quel écrivain, n'importe quel intellectuel qui a mon âge, nous avons vécu la disparition des pays. Dans un pays comme le Cameroun disparaîtrait, ce serait comme l'Éthiopie qui est née, l'Érythrée qui est née devant nous tous, le Soudan du Sud, ou bien des pays. Beaucoup de pays ont disparu devant nous, la Somalie a disparu, etc. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire sur ce que c'est que le Cameroun, rien d'extraordinaire. On n'a pas besoin de se mentir là-dessus. Le Cameroun, c'est un espace mortel. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit nécessairement se tuer, etc. Non, non, non. Ce qui est fondamental, c'est le respect de la vie. Ce qui est fondamental, c'est le respect de la vie. Et c'est ça qu'il faut toujours souligner. Le respect de la vie, c'est ça qui est fondamental. C'est toutes les fois où la vie est en danger, alors l'espace dans lequel les gens vivent n'est plus habitable. C'est pourquoi les gens quittent le Cameroun. C'est pourquoi les gens ne veulent pas rentrer au Cameroun. C'est pourquoi les gens décident de rester à l'étranger. C'est pourquoi vous avez des centaines de milliers de Camerounais qui sont à l'étranger. C'est parce que le Cameroun n'est pas habitable pour tout le monde. C'est vraiment aussi simple que ça. Si le Cameroun était habitable, moi, je ne serais plus ici, je ne serais pas ici. Et moi, je vais vous dire, je suis allé au Cameroun en 99 et avec mon épouse, et moi, à l'époque, là, les boulots étaient partout. Hein, donc, j'aurais eu un boulot sans problème, enseigner à l'université, ce n'était pas un problème. J'ai décidé personnellement de ne pas m'installer au Cameroun. Personnellement, de ne pas m'installer au Cameroun. Et quelques mois après, j'enseignais à Berlin et un an après, je suis ici aux États-Unis. Donc, ce n'est pas enseigner au Cameroun qui m'aurait dépassé du tout. Non. C'est que je ne suis pas un exemple seul. Ils sont des centaines de milliers comme ça, qui sont médecins, qui sont architectes, qui sont, etc., qui ont décidé de ne pas rentrer au Cameroun. Et donc, ils se sont installés en Afrique du Sud, qui sont installés au Nigeria, qui sont installés en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, c'est vraiment une génération qui, tout simplement, a décidé qu'elle ne veut pas vivre dans ce pays-là, où on ne respecte pas l'être humain, où on coupe la tête des gens, où on enterre des gens dans les fosses communes, où on calcine des mamans dans les maisons, etc. Donc, c'est ça le fondement, c'est ça, c'est ça la base de données, c'est de quoi on parle. C'est ce de quoi on parle, n'est-ce pas?
Et ça, c'est fondamental, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que les Camerounais quittent le pays. Et les Camerounais quittent le pays depuis les Camerounais quittent le pays, pas, ça n'a pas commencé avec moi, les Camerounais quittent le pays depuis 1955 pour la même raison. Pour la même raison. Donc, si vous regardez, vous allez voir que la première génération qui a commencé à quitter le Cameroun a aussi quitté le Cameroun parce qu'on coupait des têtes, parce qu'on enterrait des gens dans des fosses communes, parce qu'on faisait des razzias, parce qu'on tuait des gens, parce qu'on faisait des arrestations aux faciès. Et en fait, tout ce que les anglophones vivent maintenant, la génération de 1970 a vécu. C'est pourquoi ils ont quitté le Cameroun, ont décidé de s'installer en Europe, de s'installer aux États-Unis, etc., etc. Donc, vous allez voir que c'est la même histoire. En fait, c'est le même peuple. C'est le même peuple qui quitte le Cameroun et qui s'installe à l'étranger. C'est le même peuple donc qui constitue la diaspora. Et autour de lui, il y a des conglomérats, c'est-à-dire il y a des groupes, etc., qui quittent pour des raisons qui sont peut-être intéressantes, mais qui ne sont pas les raisons fondamentales qui fassent que il y a un exode à dimension biblique de gens qui quittent le Cameroun. Et si on ne respecte pas ça, on ne pourra pas parler de ce Cameroun-là. Ça veut donc dire qu'on ne pourra pas faire la politique qui aide à la vie en commun des gens dans ce pays-là. C'est aussi simple que ça. Je ne crois pas que je sois en train de dire des choses qui soient extraordinaires. Je ne crois pas que je sois en train de dire des choses qui soient vraiment ésotériques. Je pense que je suis en train de dire des choses que chacun d'entre nous a vécu soit au niveau individuel, a vécu soit au niveau de sa famille, a vécu au niveau général, même des communautés dans lesquelles il se mobilise. Donc, il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont structurer mon propos aujourd'hui. Deux choses. La première, c'est le génocide. Et la deuxième, c'est la diaspora. La première des choses dont je vais parler, c'est le génocide. La deuxième, c'est la diaspora. Voilà, je vais parler du génocide parce que déjà, n'est-ce pas, lors de sa conférence de presse d'hier, Maurice Kamto a parlé du génocide. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était ça. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est la difficulté qu'il a à nommer le génocide. La difficulté qu'il a à nommer le génocide. Nous avons déjà eu beaucoup de sessions ici où je vous ai expliqué que lorsqu'il s'exprime, il y a une bataille entre deux Kamto. Il y a un Kamto qui est politicien, il y a un Kamto qui est juriste. Donc, ces deux Kamto-là sont en conflit l'un avec l'autre. Parfois, c'est le juriste qui sort, et lorsque le juriste sort, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Et donc, lorsque c'est le politicien qui sort, vous voyez, il ne parle pas beaucoup. Exemple, lorsque on parlait du génocide soudain, il cherche ses mots, il ne veut pas dire que c'est un génocide, il parle Rwanda, chacun doit comprendre que c'est le génocide, et donc là c'est le juriste qui veut voir des cas, qui veut, etc., etc., alors que chacun d'entre nous voit des images absolument inhumaines qui viennent du Cameroun et qui sont des images d'un génocide. Mais maintenant, lorsque le canto politicien arrive, donc on voit soudain, il mélange la diaspora avec le cas Chouta, avec le cas Mamadou Mouta, etc. Donc, c'est grosso modo deux visages de canto auxquels nous avons déjà l'habitude, avec lesquels il faut vivre. C'est-à-dire, c'est frustrant. C'est-à-dire de voir un politicien arriver lorsqu'on s'attend au juriste, de voir le juriste arriver lorsqu'on regarde le politicien, n'est-ce pas? Donc, c'est une bataille que Kamto a avec lui-même. C'est deux Kamto qui se battent comme ça. Donc, on voit un Kamto juriste, un Kamto politicien, ils sont en train de se battre l'un avec l'autre. Donc, c'est malheureusement ce que nous avons comme personne, comme personnage, comme individu, etc. Et donc, Kamto, c'est comme ça, vraisemblablement. Et donc, il faut faire avec. Lorsqu'on attend une question juridique, on a une réponse politique. Lorsqu'on pose une question juridique, on a une réponse politique. Lorsqu'on pose une question politique, on a une réponse juridique. Donc, c'est assez frustrant. Mais le problème ici, c'est que ça touche l'aspect, ça touche une chose essentielle. Ça touche la question du génocide. La question du génocide est essentielle pour le Cameroun, parce que le Cameroun a une longue histoire génocidaire. Vous voyez, le génocide, déjà, c'est quoi? C'est un État qui se retourne contre son propre peuple pour le
liquidés. Il y a une distinction entre le génocide et les pogroms. Les pogroms, ce sont des tueries sporadiques, comme ce que les Boulots font là à Ebolova depuis 56. Donc, en 56, déjà, ils avaient tué des gens qui soupçonnaient être UPCistes. En 59, ils avaient fait la même chose. En 92, ils ont fait la même chose, etc. Et en 2020, 2019, ils ont fait la même chose également. Donc, ce sont des pogroms sporadiques ou bien comme ce qu'on avait vu à Loé ou bien c'est pas trop à Tombé, des choses comme ça, n'est-ce pas? Mais le génocide, ça a déjà un niveau théorique. C'est l'intentionnalité, n'est-ce pas, de commettre mal sur un peuple bien spécifique qui est choisi pour cela. C'est-à-dire, c'est un peuple spécifique qui est choisi pour cela. Et donc, le génocide, c'est d'abord l'intention. Donc, il faut analyser l'intentionnalité au niveau des textes, au niveau des décisions, au niveau même du tri des gens et au niveau du traitement de violence que ceux-ci subissent de manière séparée. Donc, c'est ça. Pour ce qui concerne le Cameroun, je crois qu'il n'y a même pas de discussion là-dessus. Les anglophones, spécifiquement, sont choisis. Et des textes comme par exemple le décret, l'arrêté de Mbangangele qu'il a signé il y a quelques jours là disant qu'on devrait faire des razzias d'anglophones à Yaoundé spécifiquement, ce sont des textes incriminants, il s'incrimine lui-même. Et il faut commencer déjà par un arrêté d'un préfet déjà en décembre 2017 et dont j'avais parlé sur ma page. J'étais encore au Cameroun, j'en avais déjà parlé sur ma page, où le préfet a demandé de faire bouger les populations, c'est-à-dire en fait de relocaliser les populations. Donc, et là, c'était les populations anglophones, c'est d'elles qu'il s'agissait. Il faut commencer par là et il faut arriver sur le texte de Mbangangele qui spécifie les anglophones eux-mêmes. Là, ce sont des textes qui sont écrits. Il n'y aura jamais un État qui va dire « je veux faire le génocide ». Ça n'existe pas. Il n'y aura jamais un État qui va le dire. Même l'Allemagne de Hitler n'a pas dit qu'elle voulait faire le génocide. L'Allemagne de Hitler avait dit qu'elle veut faire la dernière solution du Endlösung de la question juive. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils faisaient, c'était la dernière solution de la question juive où ils voulaient amener les Juifs à Madagascar à l'époque, etc. Donc même l'Allemagne n'a pas dit qu'elle veut faire le génocide. Non. Non, aucun État ne va le faire. Donc, c'est au niveau de la pragmatique même de ce que l'État fait que l'on voit que l'État est en train de faire une politique génocidaire. C'est aussi simple que ça. Avec le Cameroun, comme j'ai dit, on commence spécifiquement avec l'arrêté du préfet qui avait demandé de bouger les populations, n'est-ce pas? Et là, c'était un arrêté. J'étais encore au Cameroun. C'était un jour avant mon arrestation, c'est-à-dire c'était, je crois, le 3 décembre 2017. Je me rappelle clairement, j'en avais parlé sur ma page. Donc, on commence avec cet arrêté-là où un préfet du Cameroun lui-même a dit qu'il faut relocaliser les populations et on finit avec l'arrêté de Mbangangele qui dit qu'il faut faire des razzias spécifiques des mototaximens anglophones à Yaoundé. Donc, un État ne peut pas aussi clairement formuler son intention. C'est-à-dire, c'est l'intention là qui est verbalisée dans des textes, dans des arrêtés. Et puis, la deuxième chose, c'est que cet État-là choisit une population spécifique. L'État n'a pas dit qu'il faut arrêter tout le monde. Non. L'État a dit spécifiquement les anglophones. Spécifiquement les anglophones. Ça veut donc dire que chacun viendra, va montrer sa carte d'identité et va être choisi. Il y aura dans ce qu'on appelle la sélection. Donc, avec ça, il y a le génocide. Bon, j'ai dit avant que, n'est-ce pas, il y avait une bataille entre deux camps, entre le camp politicien et le camp juriste. Une bataille entre ces deux. Je vais donc vous expliquer pourquoi cette bataille-là devient productive sur la question du génocide. Ça devient productif sur la question, ça devient important, ça devient d'ailleurs même capital sur la question du génocide. Pourquoi? Parce qu'en tant que politicien, Maurice Kamto a décidé de faire un certain nombre de choses. La première des choses, c'est de ne pas participer à l'élection de municipale et puis législative là, qui a lieu. Ça veut donc dire qu'il a retiré son parti de la bataille politique. La deuxième chose qu'il a fait durant tout son parcours, c'est qu'il a toujours dit qu'il n'était pas pour la prise des armes. Il a toujours dit qu'il n'était pas pour la prise des armes. Il a d'ailleurs répété durant sa conférence là que nous avons écouté qu'il est pour la solution pacifique. Ça veut donc dire qu'il est d'emblée, juridiquement parlant, je répète, juridiquement parlant, hors d'atteinte en termes d'accusation sur ce qui concerne le génocide. On ne peut pas accuser Maurice Kamto d'être l'un des instigateurs du génocide. On ne peut pas, parce que sa plateforme politique
et même sa décision politique de ne pas participer aux élections le rend déjà l'immunise contre toute participation, n'est-ce pas, au génocide lui-même. Comme quoi, on ne peut pas, par exemple, dire que Maurice Kamto est comme Ayabacho. On ne peut pas dire que Maurice Kamto est comme Samuel Sarko. On ne peut pas dire qu'il est de ceux qui financent le génocide. On ne peut pas dire ça, parce qu'il est entièrement à l'extérieur de cela. Vous voyez donc, politiquement, il a pris une décision capitale, une décision fondamentale, une très bonne décision en disant que, il boycotte les élections et puis en ayant une vue longue qui lui permette, n'est-ce pas, de ne pas être de ceux qui sponsorisent la violence. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que maintenant, le Kamto avocat peut entrer en jeu. Le Kamto avocat peut entrer en jeu. Parce que le Kamto politicien s'étant mis hors jeu, s'étant retiré de la question du génocide et même du financement de la bataille pour la libération du peuple anglophone, le Kamto avocat peut entrer en jeu parce que maintenant, il s'agit de savoir qui va poser la question du génocide au niveau, par exemple, de la CPI. Plusieurs personnes disent, pourquoi est-ce que la CPI ne fait pas? Pourquoi? Mais la CPI, c'est un tribunal, point final. La CPI, c'est un tribunal comme le tribunal de grande instance du Fundi, c'est un tribunal comme le tribunal militaire. La CPI entre en jeu lorsque les tribunaux camerounais se sont démonstrativement rendus incapables, n'est-ce pas, de suivre un fait. Or, le Cameroun est incapable de poser la question du génocide à cause déjà du fait que, le génocide n'est pas considéré comme étant un crime dans le code pénal et dans le code militaire du Cameroun. Là, c'est un. Deux, nous avons parlé du tribunal militaire où le mari, du moins la présidente du tribunal militaire, est en même temps la femme de celui qui est responsable du renseignement et de l'arrestation des gens et celui même qui a arrêté tout le leadership anglophone, les éco. Ça veut donc dire que le tribunal militaire, l'institution même qui est au cœur de la juridiction de la question du génocide, s'est disqualifié. Et Maurice Kamto lui-même était une victime de ce tribunal militaire-là. Et il a démontré durant tout le parcours de son procès que ce tribunal n'avait pas de compétence à le juger. Or, ce tribunal-là s'est donné la compétence s'est octroyé la compétence de vouloir juger un civil. Ça veut dire qu'il s'est absolument disqualifié déjà même en termes de jurisprudence. Je répète encore parce que, le Cameroun n'a pas dans ses textes juridiques, n'est-ce pas, quelque chose qui nomme, du moins, ne nomme pas le génocide comme étant un crime, ne nomme même pas le crime contre l'humanité comme étant un crime. Le Cameroun devient incapable de juger ce qui est en train de se passer au nord-ouest et au sud-ouest. D'autre part, le tribunal militaire s'est rendu incapable à cause de ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, qui fait que celui qui arrête, par exemple, celui qui s'en va arrêter les anglophones au Nigeria, Eko, c'est le mari de Madame Eko qui est la présidente du tribunal militaire. Ça veut dire qu'il y a clairement un conflit d'intérêts où ils décident eux-mêmes dans le lit de qui est-ce qu'ils vont juger et puis condamner. Vous voyez donc le Cameroun s'étant disqualifié, la question qui se pose, c'est la suivante. On va donc faire quoi? C'est-à-dire que la CPI, n'est-ce pas, ou bien on ne peut pas juger du génocide seulement comme ça, c'est-à-dire on ne peut pas, il y a combien de guerres en Afrique, il y a combien de guerres sur la terre entière pour que la CPI décide soudain tout simplement de prendre le cas du Cameroun? Non. Il faut que des avocats spécifiques s'occupent, c'est-à-dire prennent dossier par dossier, remplissent comme une plainte, porte plainte et amène la plainte à la CPI pour que le cas du Cameroun soit mis sur la table. Sinon, ce ne sera pas le cas. Sinon, ce ne sera pas fait. Or, je vais même encore prendre le cas des anglophones. Les anglophones ont aussi un problème d'implication totale dans l'autodéfense qu'ils sont en train de financer. Ça veut donc dire qu'il sera vraiment difficile d'avoir des anglophones qui posent le cas du génocide sans avoir eux-mêmes déjà un parti pris à l'intérieur. Il y a quelques avocats, par exemple, Agbo Bala, qui sont basés au Cameroun, qui ont suffisamment de cas de faits, d'analyse, etc., et dont les noms arrivent partout. Mais pour Agbo Bala, le génocide même, déjà, pour
À Gbao-Bala, il n'y a pas un génocide qui se passe au Cameroun. Vous voyez donc que même les anglophones ont un problème spécifique parce que déjà, à Gbao-Bala, il est parti prenant la bataille qui a lieu au Cameroun, étant donné qu'il est de ceux qui ont commencé même la bataille là. C'est-à-dire que lorsqu'il était avec le consortium, il est de ceux qui ont commencé même la bataille là. Donc, il est bien possible de l'accuser lui-même d'être partie prenante de cette bataille. Or, si une accusation comme ça ne peut pas être posée contre Maurice Kamto parce qu'il est clean, il est clair. Ça veut donc dire que Maurice Kamto, en posant la question du génocide, a politiquement disqualifié l'argument qu'il voudrait qu'il ait un bénéfice par rapport, n'est-ce pas, à la cause, du moins ce qui est là, étant donné qu'il est un homme politique. Il s'est également placé comme étant quelqu'un qui n'a mais alors jamais été un avocat de la prise des armes. Avec ça, donc, nous avons sur la question du génocide Maurice Kamto qui se positionne. Je n'ai même pas parlé de sa capacité en tant qu'avocat. Non. Je parle tout simplement. Je parle tout simplement des dispositions politiques qui font que le Maurice Kamto juriste et le Maurice Kamto politicien soient en bataille l'un avec l'autre. Et pour le cas du génocide, je suis en train de dire que c'est une bataille qui est productive, c'est-à-dire que c'est bien. C'est pourquoi j'ai dit hier que c'est une très bonne chose qu'enfin il parle du génocide. Enfin, il a parlé du génocide. Enfin, il a même posé un acte essentiel, c'est-à-dire qu'il a disqualifié le Maurice Kamto politique en ne participant pas aux élections législatives, en ne participant pas aux élections municipales, pour maintenant permettre au Maurice Kamto juridique de venir poser la question du génocide au niveau international. Et c'est pourquoi il faut l'applaudir. C'est pourquoi je dirais que lorsque vous allez demain à Paris, il faut absolument l'applaudir. Parce que vous n'avez pas encore vu au Cameroun un homme politique, qui décide de s'aborder sa carrière politique pour poser un problème historique. Vous n'avez jamais vu ça. Un homme politique qui décide, n'est-ce pas, d'arrêter sa carrière politique pour poser un problème historique. Parce que le génocide, c'est un problème historique au Cameroun, comme je dis. Les pogroms déjà en 1956, les pogroms en 1962, les pogroms en 1966, n'est-ce pas? La multiplication, n'est-ce pas, du génocide, de ceux-ci qui constituent le génocide contre les Bamileke. Ensuite, ce qui se passe dans le Nosola, qui est un génocide. Donc, si on va voir qu'il y a une continuité qui est historique. C'est ça l'histoire, ça a une continuité sanglante. Donc, nous avons pour la première fois un homme politique qui quand même remplit des foules comme on n'a jamais vu dans ce pays-là. Remplit des stades, en fait. On l'a vu en Gouaché, on l'a vu à Yaoundé, on l'a vu au nord, on l'a vu partout, rempli des foules. Mais on a vu un homme politique abandonné dans cette carrière politique-là pour poser le problème historique, qui est celui du génocide. Et là, il faut l'applaudir. C'est pourquoi je dirais que demain, il faut aller, n'est-ce pas, à la place de la République où moi-même j'étais. Il faut aller à la place de la République pour l'applaudir pour cette raison spécifique, parce qu'il a décidé d'être un homme historique. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'il était en prison, moi j'avais dit qu'il doit rester en prison là, parce que lorsqu'il reste en prison, il a la possibilité d'être un homme historique. Lorsqu'il sort, il devient un homme politique. Maintenant, il a décidé de sortir. Mais il a fait plus que ça. Il est sorti de prison et il est venu maintenant à l'étranger. Il est venu maintenant à l'étranger pour poser le problème historique. C'est-à-dire qu'il a abandonné le parcours politique qui était possible par des manœuvres, par des coalitions, n'est-ce pas, par des alliances, pour la participation aux élections. Il a décidé d'abandonner ça pour venir au Cameroun poser le problème historique de ce pays-là qui est celui du génocide. Et ça, c'est à féliciter. Il n'y a pas d'homme politique qui l'ait fait. Il n'y en a pas. Qui décide de pas de boycotter pour le boycott. Pas de boycotter pour espérer qu'il y aura une autre élection, mais de boycotter pour, comme il a dit lui-même, venir poser la question du génocide à l'étranger. Là, c'est à féliciter. Il faut l'applaudir pour ça et c'est essentiel qu'il soit applaudi parce qu'il était fondamental, il était nécessaire, n'est-ce pas, qu'un homme politique prenne cette dimension historique-là pour poser le problème de notre pays devant la communauté internationale. La communauté internationale, c'est qui? C'est ceux qui sont dehors. C'est tout. Ce n'est personne de la communauté internationale, c'est déjà ceux qui sont dehors. Ce n'est personne d'autre.
c'est vous, c'est moi, c'est ceux qui vivent ici dehors. Ça ajoute dessus, bien sûr, les personnes là que nous voyons, c'est-à-dire les Thibon Nagui, etc., etc. Ça ajoute dessus les institutions, l'ONU, l'Union européenne, des choses comme ça, c'est tout. Ce sont des bureaux, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, je suis en train de dire la CPI, tout ça, etc. Je suis en train de dire que poser la question du Cameroun en termes historiques, ça veut donc dire s'ouvrir sur la question simple de la CPI. Parce qu'il faut que le Cameroun aille à la CPI. Et il faut, pour que le Cameroun aille à la CPI, il faut qu'il y ait un avocat, il faut qu'il y ait une équipe d'avocats, il faut qu'il y ait des juristes compétents, d'une part, mais aussi des juristes qui sont impliqués suffisamment dans le cas qui est posé sans avoir des conflits d'intérêts pour pouvoir en parler de manière claire. Avec ça, Maurice Kamto remplit tous les critères. Donc, c'est pourquoi j'ai été très content hier. C'est pourquoi j'ai été très content hier. J'étais si content que je l'ai dit sur ma page. Je l'ai dit sur ma page et j'ai dit qu'enfin, nous avons un politique qu'il faut féliciter. Et je l'ai vraiment félicité. J'espère, je vous encourage, n'est-ce pas? Je demande à tout le monde d'être à la place de la République pour faire de même. C'est-à-dire pour féliciter Maurice Kamto, n'est-ce pas, d'avoir pris cette décision historique-là, de poser la question du génocide devant la communauté internationale. La communauté internationale, comme je dis, c'est un mot très vaste, hein, mais ça veut tout simplement dire nous déjà, ça veut dire les quelques blancs là qui rencontrent des Thibon Nagui, etc. Mais ça veut aussi dire les institutions, ça veut dire par exemple la CPI. Ça veut dire par exemple la CPI. Parce qu'il faut que ces questions-là soient résolues au niveau, justement, des institutions internationales. C'est-à-dire qu'il faut poser la question du Cameroun à ce niveau-là. Je sais que les gens au pouvoir se cachent, c'est-à-dire qu'on voit par exemple le Cameroun n'a pas signé les accords de Rome, on voit par exemple le Cameroun n'a pas signé, si n'a pas signé, c'est bien c'est protégé par une immunité absolue, mais là c'est cosmétique. Il y a plusieurs voies que les juristes, que moi-même je connais, que je ne vais pas vous révéler, n'est-ce pas? Mais dont nous avons déjà parlé, par exemple, le cas de la jurisprudence du Soudan. Le Soudan qui est maintenant sur la table de la communauté internationale, c'est-à-dire de la CPI. C'est de quoi il s'agit. Donc, pour ça, il faut que la plainte soit formulée, qu'elle soit, c'est-à-dire quelle est l'étoffe nécessaire pour que ça devienne un cas, afin, n'est-ce pas, qu'elle soit prise au sérieux. Parce qu'on ne veut pas nécessairement que le Cameroun arrive là-bas et que ce soit rejeté, parce que la France également, etc., a sa propre bataille, n'est-ce pas? Donc, on ne veut pas que cela ait lieu. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dirais, il est essentiel que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, aille à la place de la République pour déjà remercier Maurice Kamto d'avoir fait ça. Pour le remercier d'avoir fait pratiquement harakiri politique, pour poser la question historique du Cameroun sur la table devant la communauté internationale. Et je répète, la communauté internationale, c'est nous déjà. Mais ce sont aussi des personnes de bonne volonté, les Thibon Nagui, etc., Nado en France, des gens comme ça. Mais c'est aussi la communauté internationale, c'est aussi les institutions internationales, c'est-à-dire la CPI, c'est-à-dire l'ONU, etc., l'Union européenne. Donc, il faut poser le cas du Cameroun là. Donc, il est essentiel d'avoir un avocat, d'avoir une personne crédible, une personne d'importance, une personne de calibre pour pouvoir le faire. On n'a pas besoin de parler de compétences ici de Maurice Kamto, je parle de crédibilité. La crédibilité se bâtit au niveau de l'assise morale que la personne a, c'est-à-dire que cette assise-là n'ait pas été torpillée par des prises de position, par exemple, pour la violence, n'ait pas été torpillée, par exemple, par des prises de position politiques qui fassent qu'il se retrouve dans un conflit d'intérêts. Il faut que sa prise de parole, il faut que sa position soit suffisamment légitime pour pouvoir parler du Cameroun avec autorité. Donc, c'est une chose qu'il faut souligner et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici pour le féliciter et puis pour vous féliciter également, n'est-ce pas, et pour vous inviter à aller tous, n'est-ce pas, pour lui donner l'accueil qu'il mérite et les félicitations qu'il mérite parce que ceux-ci sont fondés dans quelque chose de sens. Comme quoi? Je suis en train de dire ceci. Moi, je ne suis pas là pour l'applaudimètre. Non. Je suis en train de dire qu'il y a une position du Cameroun qui doit être argumentée. Et puis, Maurice Kamto s'est mis dans une position de légitimité juridique en faisant un harakiri politique
qui lui permettent de parler du Cameroun avec une crédibilité indiscutable. Indiscutable. Donc, pour la première fois, nous avons un politique qui peut le faire. Nous avons un juriste qui peut le faire et qui va le faire. J'en profite même pour dire, d'ailleurs, on parle souvent de sa présence à l'Académie juridique de La Haye. N'est-ce pas? Nous avons fait une conférence ici au National Press Club, n'est-ce pas, sur le génocide. Celui que vous avez vu à côté de moi, là, Peter Tsoroff, n'est-ce pas? Lui aussi, il est membre de l'Académie juridique de La Haye. Donc c'est un niveau de débat et de discussion qui doit nécessairement être pris au sérieux et a besoin de gens de calibre. Donc, sur ce côté-là, je suis très content. Il y a maintenant l'autre côté, j'ai dit que je vais parler de deux choses. La deuxième chose dont je vais parler, c'est la diaspora. La deuxième chose dont je vais parler, c'est la diaspora. Parce que Maurice Kamto est évidemment venu pour s'exprimer, pour remercier la diaspora. Mais là, c'est, n'est-ce pas, là, c'est l'enveloppe. Il est venu pour remercier la diaspora. Et dans la diaspora que nous sommes, nous découvrons pas à pas sa vision de la diaspora. Nous découvrons pas à pas sa mission même dans la diaspora. Nous la découvrons donc pas à pas. Et donc, mais j'aimerais déjà dire qui est la diaspora et comment la diaspora camerounaise se structure. On ne peut pas diviser, on ne peut pas arrêter la diaspora camerounaise de ce dont je parlais du génocide. C'est le génocide qui construit la diaspora camerounaise. C'est le génocide qui construit la diaspora camerounaise. Je vais le formuler autrement. Vous allez faire le tour de toute la terre entière, vous n'allez jamais voir beaucoup de nordistes. Ils ne sont pas nombreux. Vous allez dire, oh, c'est parce qu'ils ne vont pas à l'école. Mais si c'était ça la raison, l'école, ils seraient nombreux justement à l'extérieur pour faire l'école. Vous n'allez pas voir beaucoup de nordistes. Non. Vous allez faire le tour du Cameroun, vous n'allez pas voir beaucoup de bêtis. Vous n'allez pas les voir. Non. Alors que les Blancs sont venus dans la forêt, vous n'allez même pas voir beaucoup de boulot. Alors que les Blancs sont venus dans la jungle du Sud avant de venir chez les Bamileke. Vous n'allez pas les voir. Donc la diaspora camerounaise n'est pas constituée par le professionnalisme, non, ou bien par la recherche du savoir, non. Elle est constituée par l'exclusion. Elle est constituée par l'exclusion. Et là, c'est quelque chose qui se retrouve au Cameroun, qui se retrouve en Afrique du Sud, qui se retrouve en Éthiopie, qui se retrouve, je mentionne même l'Éthiopie parce que c'est l'Éthiopie que Maurice Kamto a parlé, qui se retrouve au Maroc, qui se retrouve partout, en Turquie, etc. La diaspora est constituée par l'exclusion. C'est-à-dire que ceux qui quittent le pays le quittent en majorité parce qu'ils sont exclus par le système éducatif, social, politique, etc. qui règne au Cameroun. C'est la simple raison, la raison simple. Ça veut donc dire que la diaspora camerounaise a deux soupapes. La première soupape de la diaspora camerounaise, c'est anglophone. C'est anglophone. Moi, ce n'est pas parce que je vis aux États-Unis, non. C'est pas parce que je vis aux États-Unis. Je sais que sur la terre entière, les anglophones et les francophones ne se parlent pas. C'est clair, on ne se parle pas. Je sais, je suis venu à Paris, on a eu une belle réunion avec les anglophones de Paris. On a rempli la salle avec les anglophones de Paris. Et après, j'ai eu une réunion avec les francophones de Paris. Et je l'ai fait partout comme ça. C'est-à-dire une réunion séparée. Ça, je le sais. Donc, si à Paris déjà, je peux avoir une réunion avec les anglophones de Paris qui s'organisent pour rendre la situation politique camerounaise comme on la voit là. Ça veut donc dire que Maurice Kamto peut le faire. C'est très simple. Donc, je répète, la diaspora camerounaise est constituée par l'exclusion. La première exclusion que nous avons, c'est celle qui a frappé l'ouest du Cameroun d'un génocide. La seconde que nous avons, c'est celle qui, depuis en fait 1983, frappe les anglophones, n'est-ce pas, de génocide depuis l'exclusion. Ça veut donc dire que la première diaspora camerounaise est anglophone. Elle est anglophone. Ce n'est pas parce qu'on est à Londres ou bien aux États-Unis, et même je vais prendre Londres. Je vais demander à Brice, demander à tous ceux qui sont, demandez-leur qui sont de la base là de Londres, s'ils rencontrent souvent les anglophones. Londres, on parle anglais à Londres, non? J'étais à Londres, j'étais avec les anglophones. Vous avez vu à Londres, non? J'étais avec les anglophones. Je n'ai même pas rencontré Brice à Londres. Je n'ai même pas rencontré Brice à Londres. Alors que j'étais à Londres, j'étais avec les anglophones. Alors qu'à Londres, celui même qui a inventé le mot Ambazonie, c'est à Londres qu'il vit. C'est à Londres qu'il vit. J'ai dit celui même qui a inventé le mot Ambazonie, n'est-ce pas? Il vit à Londres. Le député Joseph Virba,
c'est à Londres qu'il est. Il est à Londres. Voilà déjà, c'est-à-dire celui qui a inventé le mot, j'oublie son nom maintenant là, n'est-ce pas? C'est lui qui Gorgie Dinka. Gorgie Dinka. C'est le premier bâtonnier du Cameroun. Le premier bâtonnier. Celui qui était l'avocat d'Ernest Wandier. C'est lui. Il était l'avocat. Ça ne dit pas ce que Maître Alice Combe dit là. Elle était petite là. C'est lui qui était l'avocat d'Ernest Wandier. Gorgie Dinka. Il vit à Londres. Je l'ai rencontré à Londres pendant 1 heure de temps. Il m'a béni. Il a mis sa main sur ma tête. Il m'a béni. Il vit à Londres. Est-ce que Brice l'a déjà rencontré? J'ai dit Brice Nietzsche l'a déjà rencontré. J'étais à Londres. J'ai dit, voilà, Joseph Viba, l'avocat qui a lancé, qui a formulé le discours même à l'Assemblée de la dissidence anglophone, du SDF, qui a dû se cacher et puis partir du Jacquerie. Il est à Londres. Voilà les piliers politiques de la diaspora anglophone. Les voilà. Si on veut parler sérieusement du Cameroun, voilà de quoi on parle. Donc, Londres, j'ai dit Londres, pourquoi? Parce que d'habitude, lorsqu'on dit la diaspora, on voit des gens qui viennent de Londres qui sont des francophones. Il faut demander à ces francophones-là s'ils rencontrent les anglophones de Londres. J'étais à Londres, c'est eux que j'ai rencontrés. J'avais une voiture, c'est eux qui ont mis la voiture à ma disposition. J'avais un chauffeur, c'est eux qui ont mis le chauffeur à ma disposition. J'ai fait le tour de tout le monde à Londres. Des anglophones. Et moi, je suis francophone. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de la diaspora, il faut déjà savoir de quoi est-ce qu'on parle. La diaspora camerounaise est structurée par l'exclusion et par le génocide. C'est-à-dire quoi? Ça veut donc dire que numéro 1, ce sont les anglophones. Là, c'est numéro 1. J'ai dit Paris. J'ai rencontré les anglophones à Paris. Je n'ai pas dit ambazonien parce qu'on dit ambazonien comme si... Non. Au cœur, là, ceux-là, ce sont les Bamileke. À la base de tout, là, c'est la même culture. Tous les ans, même Gorgie Dinka, là, lorsque je parlais avec lui, mais il riait. C'était un vieux. Gorgie Dinka, c'était un vieux. Ça dit que vraiment, il est si secret qu'il a rendu impossible la rencontre avec mon ami avec lequel nous sommes partis. Et je le vois là. Timba, et je m'excuserai toute ma vie pour ça parce Tim avait pris son voyage depuis la Suisse pour venir pour cette rencontre-là, mais ça n'a pas été possible. Pas à cause de moi. Mais Gorgie Dinka, c'est un vieux qui a beaucoup d'humour. Cependant, il est entièrement secret. Absolument secret. Et moi-même, il m'a rencontré parce que j'avais une rencontre au Congrès américain. Sinon, il ne m'a rencontré pas du tout. Pas du tout. Et tout ce qu'il voulait savoir, c'est ce que je vais faire au Congrès américain, c'est tout. Et devant moi-même, plusieurs anglophones sont venus pour rencontrer. Il a refusé. Il a refusé devant moi de les rencontrer. Ils sont restés dehors, là, il était dedans, il est parti. Voilà la diaspora camerounaise. Gorgie Dinka, c'est lui qui a inventé le mot ambazonie. C'est lui. C'est lui qui a inventé, je répète, le mot ambazonie. C'est lui qui a écrit les textes qui définissent ce que c'est que l'ambazonie. C'est lui. C'est lui dont les premiers textes ont été traduits par Mongo Betty dans sa revue des peuples noirs. C'est lui. C'est lui qui a défini la direction, n'est-ce pas, de la révolte anglophone. C'est lui l'intellectuel, le penseur de ce que nous voyons là comme révolte anglophone. C'est-à-dire ce que nous voyons comme révolte anglophone, c'est ça qui structure la politique camerounaise, c'est Gorgie Dinka qui en a fait un thème intellectuel en 1983. C'est lui l'un des premiers anglophones que Paul Biya a condamné au tribunal militaire. C'est lui un des premiers qui a dû fuir. C'est un vieux qui est le chef de son propre village. Il est chef spirituel aussi. C'est-à-dire qu'il est dans les églises de réveil. C'est lui qui a donné la relation intellectuelle entre la crise anglophone, la formulation de la dissidence anglophone et les églises de réveil. Parce que vous voyez les anglophones, là, on dit ici pasteur Sako, on dit pasteur à nous ici, mais c'est Gorgie Dinka qui lui-même est pasteur qui lit ça aux églises de réveil. C'est lui. Au niveau politique, comme j'ai dit, vous avez Joseph Viba qui est en exil à Londres.
Comme quoi, si on parle de politique au Cameroun, il faut être sérieux. Si on parle de politique en se fondant sur le génocide, il faut être sérieux. Donc, ça veut dire que si on parle de la diaspora camerounaise, il faut déjà connaître qui est cette diaspora-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître qui est la population de la diaspora camerounaise, qui sont les heavy hitters de la diaspora camerounaise, qui sont ceux qui définissent la direction politique de la diaspora camerounaise. Et comme j'ai dit, ce sont les anglophones. On ne peut pas me dire que ce sont les francophones, etc., qui quittent Londres, qui viennent à Paris, qui définissent. J'ai dit que moi, je suis parti à Londres, je ne les ai pas rencontrés, les francophones. Je ne les ai pas rencontrés parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que ce n'était pas politiquement nécessaire. Important, c'était de rencontrer qui sont ceux qui donnent une direction politique à la bataille camerounaise. Et comme j'ai dit, Gorgui Dinka, comme j'ai dit, Joseph Viba, comme j'ai dit en termes démographiques, les anglophones. Voilà le cœur. Voilà le cœur de l'espoir camerounais. Vous allez venir. Et j'ai dit à la base, n'est-ce pas, que vous allez en France, c'est identique. Je sais que ceux qui sont en France, on ne parle pas avec les anglophones qui sont en France. Mais moi, je rencontre les anglophones qui sont en France. J'ai dit les anglophones qui sont en France. Et ils s'organisent. J'ai rencontré, même en Italie. J'étais en Italie, j'ai rencontré les anglophones qui sont en Italie. C'est eux qui m'ont pris en charge, voiture, avec escorte, etc. C'est eux qui m'ont pris en charge. C'est-à-dire que j'ai fait le tour de l'Europe et j'ai rencontré des anglophones partout. C'est eux qui dictent les termes politiques de ce qui se passe au Cameroun. Voilà la politique, voilà la diaspora camerounaise. Donc là, c'est un. Je n'ai même pas commencé à parler des États-Unis. Vous vous rendez compte que je n'ai même pas parlé des États-Unis. Je parle d'Europe. Je parle d'Europe et j'ai dit que pour ce qui concerne l'Europe, ceux qui structurent, parce que lorsqu'on parle souvent des anglophones, on se représente là en bas boys. Il faut arrêter. La dissidence anglophone est pensée. Le penseur de ça, comme j'ai dit, il est à Londres, il est encore vivant, c'est un vieux. C'est un vieux qui est le chef de Vidicum. Vidicum, c'est un village qui est à la frontière entre le nord-ouest et le sud-ouest. Il a été arrêté par Biya en 1983, il a été condamné, il a dû fuir. Comme je l'ai déjà dit, son texte fondateur, La révolte ambazonienne, etc., ça a été publié en version française par Mongo Betty. C'est disponible, c'est online, il suffit de regarder cela. Un peu d'effort permet de comprendre le socle même de ce que c'est que ce pays. Et moi, je pense que notre travail, devant les morts que nous avons là, c'est de donner une signification à ce qu'ils font afin qu'ils ne soient pas morts en vain. C'est de quoi il s'agit. Et donc, revenons donc sur la diaspora. Je disais que parce que historiquement, ce pays est structuré, notre pays est structuré par le génocide. Et c'est l'histoire du génocide qui organise, qui donne ce que notre pays, ce qu'on appelle une téléologie. Une téléologie, c'est quoi? C'est une suite, c'est une continuité, c'est quelque chose qui fasse qu'on aille de A à Z. C'est quelque chose qui fasse que chaque Camerounais se mette dans l'histoire du Cameroun comme si c'est un train. Ça s'en va comme ça. La téléologie de l'histoire du Cameroun, c'est une téléologie du génocide. C'est-à-dire qu'on a fait avec ce qu'on a fait avec les Bamileke, on le refait avec les anglophones. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que maintenant, là, lorsqu'on parle de diaspora, cette diaspora-là est sortie du Cameroun à cause de l'exclusion. L'exclusion des Bamileke, l'exclusion des anglophones. C'est très simple. Ça veut donc dire qu'au cœur de la diaspora camerounaise se retrouvent ces deux communautés-là. Les autres s'ajoutent dessus. Les autres s'ajoutent dessus. Comme vous voyez donc, le génocide et la diaspora, c'est lié. C'est lié. Le génocide, c'est l'exclusion de groupes spécifiques. Ce qu'on fait aux anglophones, là, n'est-ce pas? Par exemple, le déplacement des populations, comme j'ai dit avec le décret du préfet du 6 décembre 2017, c'est quelque chose que les Bamileke ont vécu. Les laissés-passer, les razzias, etc., les fausses communes, tout ça, c'est ce que les Bamileke ont vécu. C'est ça qui fait les gens fuir. Donc, ça veut donc dire que lorsqu'on parle de diaspora, on parle d'abord de son origine.
historique, on voit donc comment est-ce qu'elle se multiplie à travers la Terre. Et donc, lorsqu'on voit comment elle se multiplie à travers la Terre, on se rend compte que lorsque vous venez à Londres, demandez à n'importe qui, on va vous dire, les plus installés là-bas, ce sont les anglophones. Les plus installés. Ils ne vont même pas vous dire qu'ils sont encore camerounais, c'est fini là. Ils ne veulent plus rien voir à faire avec ce pays, c'est fini. Et donc, si on prend les États-Unis, c'est identique. La diaspora anglophone, c'est elle qui tient ce pays. Et donc, on dit, en termes d'installation institutionnelle, en termes même d'armée, j'ai déjà fait des sessions ici où j'ai dit que, n'est-ce pas, que l'armée américaine, là, les Camerounais qui sont les plus nombreux dans l'armée américaine, ce sont les anglophones. Ce sont les anglophones. Numéro 2, ce sont les Bamileke. Il y a un jeune là, je viens de voir qu'il est je le salue d'ailleurs, n'est-ce pas, hein? Franck, je viens de me rendre compte que tu es de la Navy, je ne savais pas. Je viens de me rendre compte. Et ils sont nombreux comme ça, des Bamileke qui sont de la Navy. N'est-ce pas? C'est ça la diaspora. Et moi, je sais, je le dis, je sais d'ailleurs que la belle-sœur, c'est pas la sœur de Kamto, est dans l'armée. Est dans l'armée américaine. Donc, il le sait. Il le sait. La politique, ce n'est pas faire dire des paroles grandiloquentes. C'est partie du vécu concret des gens pour avoir des solutions. Donc, on ne peut pas parler des Camerounais comme ça de manière générale alors que lui-même, sa propre sœur, est dans l'armée américaine. Non. Et ce sont les Bamileke, c'est des Bamileke qu'il s'agit là. Parce qu'il s'agit des vies des gens. Il s'agit de faire de telle sorte qu'une chose cesse dans ce pays-là, le génocide. Donc, pour peut-être le dire de manière succincte, afin que l'on se comprenne très bien, nous avons en Maurice Kamto un politicien qui est dans une bataille personnelle entre, d'une part, le juriste et puis le politicien, mais qui, pour la première fois, a pu faire que le juriste tacle le politicien. Parce qu'il a décidé, n'est-ce pas, de boycotter les élections municipales et puis législatives. Mais ce qui se passe, c'est ceci. Si on se pose la question de savoir qui sont ceux vraiment qui rendent ce boycott possible, est-ce que c'est le MRC qui rend le boycott possible au Cameroun? Est-ce que c'est vraiment le MRC qui fait qu'au Cameroun, là, on parle même de boycott? Posons-nous la question. Qui sont ceux qui font qu'au Cameroun, on parle de boycott? Qui? Non, dites-moi, qui fait qu'au Cameroun, on parle de boycott vraiment? Qu'on dise boycottons. Qui sont ceux qui le font? Dites-moi, j'aimerais bien lire. Qui sont ceux qui font qu'au Cameroun, on parle de boycott là? Est-ce que c'est le MRC ou bien est-ce que ce sont les anglophones? Est-ce que c'est le MRC ou bien ce sont les anglophones? J'aimerais bien lire. Parce que vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même que ceux qui font qu'au Cameroun, on parle de boycott, on parle même encore du boycott. Ce sont les anglophones. Ce sont les anglophones. Ce sont les anglophones. C'est-à-dire ceux qui font qu'on parle même du boycott, ce sont les anglophones. Ce sont les anglophones. C'est eux qui risquent leur vie pour le boycott. C'est eux qui sont la base de la diaspora. Ce sont les anglophones qui font ce qu'on appelle en anglais des heavy lifting. Ce sont les anglophones qui font des heavy lifting. C'est eux. Ce sont les anglophones qui font des heavy lifting. C'est eux. Ce sont les anglophones qui mettent leur vie en jeu pour que le boycott ait lieu. Ce sont les anglophones qui font que dans le Nord-Ouest, il n'y ait pas campagne aujourd'hui. Ce sont les anglophones qui font qu'on parle même encore du Cameroun. Ce sont les anglophones qui font que le Cameroun soit un sujet pour la communauté internationale. Ce sont les anglophones qui font que Maurice Kamto puisse poser la question du Cameroun à l'international. Ce sont les anglophones qui font que on puisse même écouter un peu ce qui se passe au Cameroun. C'est eux. Et comme j'ai dit, dans la diaspora, le fondement même de la diaspora camerounaise, ce sont les anglophones. J'ai commencé par un groupe simple, les militaires, l'armée,
Ceux qui sont les plus nombreux dans l'armée américaine comme Camerounais, ce sont les anglophones. Les deuxièmes, ce sont les francophones, c'est-à-dire les Bamileke. Les Bamileke. Donc, je suis en train de dire que les anglophones, il faut les prendre au sérieux. C'est eux qui portent la diaspora camerounaise et en font une question politique. C'est eux. Alors, lorsqu'on prend à partir de ça, on écoute encore le discours de Maurice Kamto, on se rend compte qu'il n'a pas suffisamment causé avec les anglophones. Il n'a pas. Donc, ma prière, c'est parle avec les anglophones. Chupto boubou, necho. Chupto boubou angrisi. Chupto boubou, sianyuba. Cherche les anglophones. Parle avec les anglophones. Je le dis pourquoi. Ce n'est pas normal qu'un politicien de son calibre, lorsqu'il vient à Paris, parler de la question camerounaise et du fait que les gens de la diaspora soient exclus lorsqu'ils rentrent au Cameroun, il ne soit pas au courant que ceux qui sont le plus exclus, ce sont les anglophones. Que ceux qui sont le plus exclus, c'est-à-dire que lorsqu'un anglophone sort de l'avion à Douala, il y a au moins 70% de possibilités qu'il soit arrêté. Il y a au moins. Le reste, c'est qu'il soit expulsé. Il y a peut-être 10% de possibilités qu'il entre au Cameroun. C'est-à-dire, lorsqu'un anglophone sort de l'avion comme ça, qu'il soit ambazonien ou pas, il est déjà arrêtable. Donc, il est essentiel que quelqu'un du calibre de Maurice Kamto puisse le dire. Mais vous voyez, lorsque une femme journaliste à Paris pose une question et qui nous parle des cas, il dit il ne sait pas. Mais c'est absolument extraordinaire. J'ai passé 1 mois en Konengi où il était. Il a passé 9 mois là-bas. Il n'a pas rencontré les anglophones. Mais comment j'ai fait donc pour les rencontrer? Est-ce que je suis le diable ou Dieu pour qu'ils soient tous venus vers moi? Et ceux même que je connais là, ils sont venus me voir. Mais la chose, c'est que je suis allé les chercher. Je suis allé les chercher. Il peut s'entourer des boulots là. Mais moi, je vais dire ceci. En Konengi là, le gars qu'on appelle David Eboutoula, sa cellule était en face de l'endroit où les anglophones se rencontraient. Il n'est jamais parti là-bas. Il n'est jamais. Au contraire, ce sont des gens qui me mettaient en garde contre les anglophones. Mais moi, je suis toujours parti chez les anglophones. Toujours. Parce que ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. J'ai mangé avec eux. Ils ont apporté la nourriture pour moi. C'est la seule nourriture que je pouvais manger qui ne me soit pas obligée. Les anglophones. Vous avez des gens anglophones et même des francophones de nationalité américaine, française, de nationalité nigériane qui ont été arrêtés. Et je ne parle même pas du leadership, c'est-à-dire Ayoub Tabé, etc. Non, des gens communs qui viennent enterrer leurs gens. On les arrête, on les met en prison. Les autres, on ne les laisse même pas entrer. Moi, je suis parti en Afrique du Sud. J'étais à Joburg. La salle était pleine là. Mais chacun d'entre eux avait été exclu du Cameroun. Chacun d'entre eux, la salle était pleine. Tous là avaient été exclus du Cameroun. Tous. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus partir enterrer leur maman, enterrer leur papa, même rendre visite, rien. À Joburg. Et c'est à Joburg là que des gens comme Achille Mbembe habitent. Mais moi, j'étais là, j'ai posté sur ma page. Je leur ai dit que, mais je ne savais pas ça. Je ne savais pas que tout cela avait été exclu comme ça. C'était une foule absolument extraordinaire. Des gens qui sont des ingénieurs, des docteurs, des médecins, etc. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Voilà la diaspora.
Au Cameroun, je sais, ils disent là à la télévision des Boulous, ils disent que c'est eux qui financent, etc., que ce sont des ratés, que ce sont des gens qui n'ont rien à faire à l'étranger, qui sont pauvres. Non, vous ne connaissez pas les anglophones. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas du tout. Commençons par Gorgie Dinka, ancien bâtonnier, premier bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. Commençons par lui, il est à Londres. Il est à Londres. Donc voilà la diaspora. Elle est structurée, elle est organisée, et celle qui est le mieux organisée maintenant, j'ai dit c'est les anglophones parce qu'ils subissent le génocide. Parce qu'ils subissent le génocide. La deuxième qui est la mieux organisée, c'est les Bamileke. Les Bamileke sont bien organisés pourquoi? Les tontines. Les tontines. Aucun peuple n'a ça. Aucun peuple n'a ça. C'est-à-dire que ceux de Paris sont liés à ceux de New York, qui sont liés à ceux de Londres, qui sont liés à ceux de Banganté. C'est lié comme ça. Aucun peuple n'a ça. Vous ne pouvez pas nous battre. Et moi, je vais dire, moi, je ne rencontre pas souvent des politiciens. En 2011, j'ai essayé de rencontrer Kawala. Je lui ai posé une seule question. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans les tontiers? Elle m'a dit, mais vous savez, c'est tribal, il faut peut-être que quelqu'un organise ça. Moi, je lui ai dit, mais elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. La preuve, c'est qu'elle a raté la crise anglophone. Elle a raté ça. Et c'est financé à partir d'où? Des tontines. Des tontines anglophones. Et les anglophones et les Bamileke, c'est le même peuple. Vous allez mettre le savoir dessus, mais c'est le même peuple aussi. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc, lorsqu'on parle de la diaspora camerounaise est organisée en communautés. Et les deux communautés qui portent le changement politique au Cameroun sont numéro 1, les anglophones, numéro 2, les Bamileke. Prenons les Bamileke. Je suis parti à Genève. Tchaptiet, le vieux Tchaptiet, qui est le cousin de Nyat Ndjifendi, là. Il est à Genève, non? Celui entre les mains de Ki Moumi est mort. Il est à Genève, non? L'un des plus vieux épécistes. Il est à Genève. Je l'ai rencontré. Il ne rencontre personne lui-même. Personne. Les vieux, là. Les vieux. Il faut essayer. Il ne rencontre personne. Même ceux qui sont à Genève, n'est-ce pas, les gens partent toujours à Genève pour dire Moumi, ils ne rencontrent personne. Et moi, je l'ai rencontré. Je suis allé chez lui. J'ai mangé chez lui. J'ai fait des photos chez lui. Je l'ai même fait chanter à Medjumba. Parce que vous savez, nos vieux là sont simples. Nos vieux là sont tribalistes. C'est simple. Nos vieux sont tribalistes. Nos vieux là, ils sont très tribalistes. Un vieux, si tu lui parles dans sa langue d'abord, tu prends pas que tu viens avec le marxisme, le néocolonialisme, il va fermer la porte. Nos vieux là, demande-lui, il te dit d'abord, celui-là, il est doux. Il est doux, celui-là. Tu lui dis, celui-là, il est bêtis, c'est fini là. Il ferme la porte. Non, mais si tu viens, tu lui parles en Medjumba, là, tu le roules un peu dans la farine, là, voilà, c'est tout. C'est comme ça, nos vieux. C'est qu'ils respectent la culture. Mais je maintenant, il va pas avoir un Medjumba, que tu fasses, ma ta ou non? Ah, tu te bourris, mais tu prends un vieux, tu le parles en français. Qu'il soit n'importe où, il ferme la porte. C'est fini. Et tu viens, tu dis que mon ami, si c'est mon ami, si c'est un ami, fichement le camp. Donc, on est un peu plus culturel. Et nos vieux, là, on les connaît. On a grandi comme ça. Donc, Abou me dit que Tatam, quelqu'un ne peut pas me mentir. On me dit que Tatam, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc, Nenjo Yobaba, va chercher un homme l'indieux, un qu'on ne tu te bourre. Il va mettre un peu, avant ce il va me mais il est doux. Tu lui dis que, mais, tu n'as il est boulot. Il va dire, mais c'est fini. Là, le vieux ferme la porte. Le vieux va te dire quoi? Rien du tout. C'est ça. C'est comme ça qu'on a grandi. Et comme je disais, Tchapchet, il est à Genève, là. Il est à Genève.
Rencontrez-le si vous voulez. Même Brice Lavage, Genève, tu le rencontres. Mais c'est entre ses mains que Moumi est mort. Brice a le prix Moumier. Entre ses mains que Moumi est mort, mais il ne l'a jamais rencontré. Parce que nos vieux sont sécrétifs. Voilà. C'est comme ça ce pays. Oh, Tchad, c'est la diaspora la plus vieille. Là, c'est Banganté. Là, c'est Bamileke. C'est la plus grande, la plus vieille diaspora. C'est ça. Il est là. Je répète, à Londres, vous avez Gorgie Dinka, la plus vieille diaspora anglophone. Vous avez, n'est-ce pas, le vieux, la Tchaptiet, qui est à Genève, la plus vieille diaspora Bamileke, qui sont connectés à l'histoire du génocide, qui sont connectés à l'histoire de ce pays, mais qui le connaissent par cœur et qui ne veulent plus rentrer dans ce pays parce qu'ils savent que la seule question que Gorgie Dinka m'a posée, c'est est-ce que Biya continue de faire le génocide qu'il fait là? C'est ça qu'il m'a demandé. Il m'a dit, est-ce que Biya continue de faire le génocide? Je lui ai dit que oui, parce que Biya continue de faire le génocide. Vous voyez donc, voilà un peuple qui est organiquement lié. Voilà un peuple qui a un vase communicant, qui a une téléologie de la violence. Un peuple qui se connaît. Un peuple qui connaît celui qui le tue. Un peuple qui sait d'où vient son problème. Donc, la politique consiste à résoudre donc ce problème-là. C'est simple. C'est simple. Autrement dit, on ne peut pas venir avec la diaspora faire la politique comme on l'a fait au Cameroun. On ne peut pas. Donc, je récapitule parce que nous sommes déjà en train de clore. Nous allons faire 1 heure de temps. J'ai dit 1 heure de temps et on arrête. 2 thèmes. Nous avons parlé de 2 thèmes. Le premier, n'est-ce pas, c'est le génocide. C'est lui qui nous lie de manière organique et fait que le deuxième thème, la diaspora, fasse sens. Qui fasse que dans la diaspora, il y ait 2 groupes spécifiques. D'une part, les anglophones qui sont le porte-bagage, le heavy lifter de la diaspora, et puis deuxièmement, les Bamileke, qui sont ceux qui ont une histoire génocidaire qui est un peu plus ancienne, une histoire d'exclusion qui se vit maintenant chaque jour. Et donc, ce qui est possible, ce qui doit se poser comme acte concret, ce qui fait que moi j'ai été très content lorsque Maurice Kamto l'a dit, c'est de poser le problème camerounais au niveau de la communauté internationale afin que le Cameroun soit entendu. De telle sorte que la voix camerounaise soit de manière claire et de manière inadultérée entendue d'une part dans les institutions de la communauté internationale, c'est-à-dire par exemple la CPI, et puis concrètement par les personnes, les NADO, etc., qui ont une oreille pour le problème qui se pose au Cameroun. Mais n'oublions pas que ceux qui font même que l'on entende parler du Cameroun maintenant, là, ce sont les anglophones. Ce sont les anglophones, c'est eux qui payent le prix. Ceux qui font que le boycott ait lieu là, ce sont les anglophones. Ceux qui font qu'on puisse parler même de boycott de l'élection au Cameroun, ce sont les anglophones, c'est eux qui mettent leur vie en jeu. Ceux qui font qu'on puisse parler d'opposition au Cameroun, ce sont les anglophones encore. Donc, c'est pourquoi je dis, nous avons la chance que nous avons un politicien, Maurice Kamto, qui est décidé personnellement de faire harakiri de sa carrière politique, du parcours politique de son parti, pour pouvoir poser la question juridique, n'est-ce pas, du Cameroun au niveau international. Il est donc important, n'est-ce pas, que l'on le félicite. Il est important que chacun d'entre nous aille à Paris, aille à la place de la République pour le féliciter, pour l'applaudir et pour applaudir tous ceux qui sont venus avec eux. Mais nos applaudissements ne sont pas tout simplement comme au pays là où on fait de l'applaudimètre. Non, c'est pour lui dire voici concrètement ce que nous attendons dans la diaspora. C'est pour lui dire que voici comment la diaspora est en train de fonctionner. Et si en Konenki, il n'a pas suffisamment écouté les anglophones, il a la possibilité dans la diaspora de le faire. J'ai dit, les heavy lifters, ce sont les anglophones. Les deuxièmes, ce sont les Bamileke. C'est très simple et c'est vraiment aussi clair que tout. Le reste, ce sont les etc. Le reste, c'est une perte de temps. Le reste, c'est vraiment une perte de temps. Donc, voilà le cœur du problème. Voilà le problème posé le plus simplement possible. Et voilà ce qui doit être le plus clairement entendu dans la communauté internationale. Ça ne dit pas de verbiage, pas de viande. Non, non, non. Voilà le problème qui se pose. Et je suis donc content qu'il soit là. J'invite tout le monde à le féliciter, à aller l'applaudir, à l'encourager et
je pose donc comme question à la fin, c'est est-ce que lorsqu'il va donc être devant les institutions internationales, il va pouvoir dire qui sont ceux qui tuent au Cameroun? Qui sont ceux qui tuent au Cameroun? Voilà donc ce qu'il faut poser clairement comme chose, parce qu'il faudra bien que cette réponse-là soit trouvée. Il faudra bien que l'on décide qui sont ceux qui tuent, qui sont ceux qui commettent les atrocités, qui sont ceux qui commettent le génocide, qui sont-ils? Il faut bien poser cette question-là. Et lorsque la réponse sera claire, alors on pourra avoir un cas, on pourra avoir un dossier, on pourra avoir la communauté internationale qui s'occupe du Cameroun parce que celle-ci saura qui poursuivre, parce que celle-ci saura qui punir, parce que celle-ci saura qui arrêter. Cela dit que dans chacun d'entre nous, chacun d'entre vous se retrouve à Paris, n'est-ce pas, pour souhaiter la bienvenue à toute l'équipe du MRC qui a décidé de s'aborder sa carrière politique pour poser le problème historique du Cameroun, qui a décidé, n'est-ce pas, d'interrompre sa carrière politique pour pouvoir poser le plus clairement possible le problème historique de notre pays. Et donc, pour cela, je suis très content. Je suis très content et je souhaite que chacun d'entre nous soit vraiment très content. Et je vous remercie. Je vous remercie une fois de plus. Et donc, nous serons ensemble ici, à Washington DC, parce que je ne serai pas à Paris. C'est évident, sinon j'aurais pris le vol déjà. Et très bien, merci beaucoup, merci. On est ensemble, on gère, on est ensemble. Merci.